Chers amis, chers téléspectateurs, bienvenue dans la deuxième partie de l'émission consacrée à la marche vers l'indépendance du Sénégal, une émission organisée en partenariat entre Téléécole et l'Association sénégalaise des professeurs d'histoire et géographie. Dans cette deuxième partie, nous allons tout d'abord faire un bref rappel de tout ce qui a été développé, a été dit dans la première partie. Il s'agit de montrer deux étapes importantes. D'abord, l'Union française de 1946, qui est le nouvel ensemble mis en place par la France au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec l'adoption de la Constitution du 27 octobre 1946. Et cette Constitution qui instaure un cadre nouveau entre les colonies d'AOF et d'AOF devenues des territoires d'outre-mer et la France. Nous avons également parlé de la loi cadre qui permet de mettre au niveau de chaque territoire d'outre-mer un conseil de gouvernement. Il s'agit de l'avènement maintenant de gouvernements autonomes dans ces territoires, présidés par les gouverneurs, secondés par le premier vice-président qui fait office de premier ministre, qui est le premier secrétaire élu de l'Assemblée territoriale. Nous allons essayer maintenant de passer à une étape fondamentale. Il s'agit de la communauté franco-africaine du général de Gaulle, proposée par le général de Gaulle, avec l'adoption d'une nouvelle constitution en 1958. C'est la constitution qui donne naissance à ce qu'on appelle la Ve République. Donc, qu'en est-il exactement? La communauté franco-africaine, ou bien la communauté française, est une proposition du général de Gaulle, qui revient au pouvoir en juin 1958, qui est le général de Gaulle. Nous allons rappeler avec les élèves que c'est un personnage transversal dans le programme de terminale. On parle du général de Gaulle au début du cours, parce que de Gaulle c'était vous le savez certainement, parce qu'on vous demandera au baccalauréat de présenter le général de Gaulle. Qui est le général de Gaulle? C'est le chef de la France libre, autrement dit, qui présidait le comité français de libération nationale, et ou bien le gouvernement provisoire de la République française depuis l'appel du 18 juin à Londres. De Gaulle avait lancé cet appel du 18 juin pour que tous les Français, où qu'ils soient, se joignent à lui pour continuer la lutte contre l'occupation du territoire français, de l'Hexagone. Alors, c'est le général de Gaulle qui a quitté le pouvoir en 1946 et qui revient. Et quels sont les événements qui ont précipité le retour du général de Gaulle? Il s'agit plus précisément donc de la crise d'Alger. À Alger, l'armée française a pris le pouvoir, a renversé le gouverneur. Et cette armée menaçait d'intervenir en métropole, renverser le gouvernement pour empêcher l'élection d'un homme politique qui était favorable à une paix négociée avec les combattants algériens. Et cette armée qui réclame le retour du général de Gaulle. Alors, le général de Gaulle qui a beaucoup réfléchi sur la situation de son pays et qui va proposer, pour éviter d'autres conflits dans les territoires d'outre-mer, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique équatoriale, il va proposer un nouveau texte constitutionnel c'est-à-dire qui mettrait en place une communauté franco-africaine, une communauté française, dans laquelle les territoires d'outre-mer deviendraient des républiques autonomes. Maintenant, ce qui est important à noter ici, quelle est la réaction des leaders nationalistes africains qui sont soit membres des assemblées territoriales ou bien qui sont présidents du Conseil. Alors, De Gaulle maintenant, pour faire aboutir son projet, De Gaulle va entreprendre un long périple, c'est-à-dire un long voyage qui va quitter Paris. Et la dernière étape sera Dakar. Alors, De Gaulle quitte Paris le 20 août 1960, alors fait une escale technique à Fort-Lamy. Fort-Lamy aujourd'hui c'est N'Djamena. Il est chaleureusement accueilli à Madagascar.
Vous voyez qu'il a fait un long voyage. Il quitte Paris, il passe par le Tchad pour aller plus au sud, à Madagascar. Si vous connaissez bien la carte de l'Afrique, chers élèves, ou bien même chers téléspectateurs, chers parents, chers collègues. Alors, De Gaulle arrive après Madagascar, où il est vraiment, c'est l'apothéose. De Gaulle arrive à Brazzaville. Et à Brazzaville, le 23 août, il est bien accueilli. Mais De Gaulle fait une annonce. Parce que pour certains leaders, comme Sékou Touré, ils ne sont pas contre la communauté, mais Sékou Touré estime que tout projet de constitution qui ne reconnaîtra pas au peuple la possibilité de l'indépendance fera de notre part l'objet d'un rejet unanime et ferme. Sékou Touré pensait que les pays devaient accéder à l'indépendance avant de consentir à entrer dans une fédération avec la France. Alors, le général de Gaulle va répondre à Brazzaville en disant: à l'intérieur de la communauté, si quelques territoires, au fur et à mesure des jours, se sent, au bout d'un certain temps, que je ne précise pas, en mesure d'exercer toutes les charges, tous les devoirs de l'indépendance, eh bien, il lui appartiendra d'en décider par son assemblée élue et, si c'est nécessaire, ensuite par le référendum de ses habitants. Je garantis d'avance que la métropole ne s'y oppose pas. Alors, général de Gaulle, cette déclaration était assortie de menaces. L'indépendance, qui la voudra, la prendra. La métropole ne s'y opposera pas, ne s'y oppose pas. Mais, alors, le mais, ils disent indépendance égale sécession. Avec tout ce que cela comporte comme conséquences négatives pour les territoires. C'est-à-dire la suspension de l'aide économique française. Alors, De Gaulle arrive le 24 août à Abidjan. Vous savez que c'est l'apothéose encore parce que Houphouët-Boigny a eu une première victoire. C'est la disparition des exécutifs fédéraux, d'AOF et d'AF, la mise en place des exécutifs au niveau des territoires. Sékou Touré, Houphouët-Boigny accueille royalement le général de Gaulle. Alors, l'étape importante, c'est le 25 août 1958 à Conakry. Toujours, c'est un très bel accueil. Même De Gaulle est surpris par vraiment cet accueil. Ce qui contraste avec les discours qui seront prononcés ce jour par le président de l'Assemblée territoriale, il s'appelle Saïfoulaye Diallo. Voilà un autre pionnier méconnu de l'histoire de la Guinée, Saïfoulaye Diallo, et également par Sékou Touré. Donc c'est Saïfoulaye Diallo qui fait le premier discours d'accueil, de bienvenue au général de Gaulle, pour magnifier la personne du général de Gaulle. Et ensuite, c'est Sékou Touré qui prend la parole. Mais entre ce discours et celui qui sera prononcé à Dakar, il n'y a pas une grande différence, mais c'est la tonalité. Sékou Touré parle de l'indépendance de la Guinée comme nécessaire à l'unité africaine. Pour terminer par dire ceci au général de Gaulle: nous préférons l'indépendance dans la pauvreté que l'opulence dans l'esclavage. Voilà cette phrase qui est restée à travers la gorge du général de Gaulle, ce que le général de Gaulle n'a jamais accepté. Comment un petit syndicaliste peut lui parler, lui, sur ce ton, lui qui a été le chef de la France libre, le président du gouvernement provisoire, qui a contribué à la libération de son pays aux côtés des alliés américains et anglais en 1944, qui a défilé sur les Champs-Élysées. Ce qui fait que l'ordre a été donné aux Français de quitter la Guinée, d'amener tout ce qui pouvait servir à cette Guinée. Le lendemain, le général de Gaulle arrive au Sénégal, le 26 août, profondément meurtri par le discours du président Sékou Touré, qui est le président de l'Assemblée et le président du Conseil de gouvernement de Guinée. Il arrive, et de Gaulle, il y a eu des... Et ce qu'il faut rappeler, il y a au Sénégal, le Sénégal était partagé entre ce qu'on appelle les partisans du oui et les partisans du non, dans l'opinion publique sénégalaise, mais aussi au sein du parti UPS.
Parce que l'UPS faisait partie de ce qu'on appelle le parti du regroupement africain. Le parti du regroupement africain regroupait l'ensemble des forces, des partis politiques, des leaders, dont l'objectif, le mot d'ordre avait été donné à Cotonou, au congrès de Cotonou, et ce mot d'ordre, c'était l'indépendance immédiate. Alors, le général de Gaulle est accueilli au Sénégal, en l'absence des deux leaders du BDS, de l'UPS, le président du conseil Mamadou Dia et le président Léopold Sédar Senghor. Il est accueilli par Maître Lamine Gueye, qui était le maire de Dakar, qui a prononcé le discours d'accueil, et Valdiodio Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Alors, il a réaffirmé solennellement la position du Sénégal. Indépendance, fédération. Alors, le général de Gaulle, au moment de prononcer son discours, il a regardé des militants, certainement du PAI, Parti africain de l'indépendance, dont le mot était l'indépendance, et il leur dit, je voudrais m'adresser aux porteurs de pancartes. Je crois que nous avons des éléments sonores sur lesquels nous reviendrons. Si vous voulez l'indépendance aujourd'hui, prenez-la. Sinon, acceptez ce que la France vous demande. Donc, c'est d'un ton solennel. Alors, quelle est la situation au sein de l'UPS? Il y a une cassure. Des personnalités politiques vont faire dissidence et fonder le parti PRA-Sénégal, Parti du Rassemblement africain, qui avait comme mot d'ordre l'indépendance immédiate. Il s'agit du président Amadou Mokhtar Mbow, Feu Hassan Sek, Feu Abdoulaye Ly, Abdoulaye Gueye, et tant d'autres qui ont appelé à voter pour le non. C'était également la position du Parti africain de l'indépendance. C'est la position des étudiants sénégalais. Mais on le verra par la suite que la France a fait pression sur des leaders dans ce pays, sur plusieurs forces, pour que le vote soit en faveur du oui. Et finalement, lors des élections, lors du référendum du 28 septembre 1958, contrairement à la Guinée, où le PDG a victorieusement obtenu, a fait voter le non massif au projet de communauté franco-africaine, le Sénégal s'est déterminé en faveur du oui. Presque 800 000 voix contre 800 000 voix pour le oui et 230 000 voix pour le non. Ainsi, le Sénégal devient une république autonome dans la communauté franco-africaine. Voilà l'histoire. Alors, De Gaulle De Gaulle a été accueilli à la place Protet. Certainement, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas où se trouve la place Protet, qui a été rebaptisée place de l'indépendance. Maintenant, le Sénégal va devenir une république autonome dans la communauté franco-africaine. Mais c'est sans compter avec le désir des Sénégalais et des Soudanais, des représentants du Dahomey, de la Haute-Volta, maintenant de constituer ce qu'on appelle la Fédération du Mali. La Fédération du Mali devait unir ces 4 territoires. Conformément à l'idée de Senghor, depuis la création du groupe des indépendants d'outre-mer, de créer une fédération, de maintenir cette fédération en Afrique de l'Ouest. Parce que l'idée, à l'époque, c'était de constituer les grands ensembles en Afrique de l'Ouest pour permettre au continent d'avoir plus de poids sur la scène internationale. Mais c'est sans compter avec les actions des uns et des autres, l'opposition surtout de la Côte d'Ivoire, qui voyait d'un mauvais œil une fédération à ses frontières. Bien entendu, la France était hostile à ce projet. Finalement, les représentants du Dahomey et de la Haute-Volta se retirent du projet de fédération. Il ne restera que le Sénégal. Maintenant, ce sont les 2 pays qui vont fonder la Fédération du Mali. Alors, la proclamation, c'est le 20 juin 1960. Proclamation de la Fédération du Mali. Alors, le président de la Fédération du Mali,
était Modibo Keïta, avec comme vice-président Mamadou Dia, et le président de l'Assemblée nationale de la Fédération du Mali était Léopold Sédar Senghor. Mais il y a eu des divergences idéologiques, des querelles de préséance entre Sénégalais et Soudanais. Ce qui fait que la fédération va éclater le 20 août 1960. C'est l'éclatement de la fédération du Mali. Mais entre-temps, il y a eu les accords de transfert de compétences le 4 avril 1960. C'est ça qui nous vaut de célébrer chaque année, le 4 avril, la date de notre indépendance. C'est à cette date-là qu'on a transféré les compétences entre la Fédération du Mali, qui unissait la République autonome du Sénégal et la République du Mali. Le drapeau, vous voyez qu'entre le Sénégal et le Mali, nous avons les mêmes couleurs. Hein? Mais qu'est-ce qui différencie? Nous avons le vert, jaune, rouge. Alors quand le Sénégal joue contre le Mali, surtout en football, même dans les autres sports, le basket, vous voyez que parfois les Maliens sont en jaune, les Sénégalais sont en vert ou bien en blanc, etc. Ou bien ils peuvent être en rouge, et ainsi de suite. Nous avons les mêmes couleurs, c'est un peuple frère. Alors, mais c'est un événement douloureux entre le Sénégal et le Soudan qui va garder le nom de Mali. Le drapeau du Sénégal, de la Fédération du Mali, c'était le vert, jaune, rouge avec un masque d'ogon au centre, au milieu. Ce qui fait qu'à l'indépendance, les Maliens ont gardé cette couleur-là, nous avons gardé avec une étoile jaune. Voilà la différence. Maintenant, le Sénégal va proclamer solennellement son indépendance avec maintenant une nouvelle constitution qui met en place un régime parlementaire. Parce que, chers élèves, généralement, quand on parle des régimes politiques, on parle d'un régime présidentiel. Au Sénégal, actuellement, on a l'habitude, depuis le président Senghor, de parler d'un régime présidentiel fort, où le président dirige, parfois sans premier ministre, parfois avec un premier ministre, mais le premier ministre, il est nommé il est responsable devant l'Assemblée nationale et responsable devant le président de la République qui l'a nommé. Le Sénégal hérite d'une constitution, et cette constitution met en place un régime avec un partage des pouvoirs entre le président du Conseil, Mamadou Dia, qui restait président du Conseil depuis 1957, jusqu'aux tristes événements de 1962, président du Conseil à côté du président de la République. Mais le président du Conseil était responsable, nommé par le président de la République, il est responsable devant le président et devant l'Assemblée. Voilà pour vous rappeler les conditions dans lesquelles comment le Sénégal avait évolué jusqu'à la première crise politique post-indépendance. Il s'agit des fameux événements de 1962. Je dis douloureux parce que c'est la fin du compagnonnage entre le président Léopold Sédar Senghor et le président Mamadou Dia, parce que tout simplement, au sein de l'UPS, au sein de l'État, sont formés deux clans autour de ces deux personnages. Voilà ce que je voulais dire pour montrer comment le Sénégal a accédé à l'indépendance. Donc, on va faire un bref rappel, chers élèves, pour vous dire tout simplement, il y a cette étape importante, la communauté franco-africaine du général de Gaulle, qui est le général de Gaulle. De Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958. Le contexte, c'est la guerre d'Algérie qui fait rage, parce que l'armée d'Algérie, l'armée française qui est en Algérie, qui a été humiliée en Asie en 1954, cette armée refuse l'indépendance en considérant les combattants algériens comme des communistes. Pour ces militaires-là, cette guerre d'Algérie, cette guerre-là est une guerre contre le communisme. Certains leaders politiques en France, notamment le Premier ministre Pierre Mendès France, disaient que l'Algérie, c'est la France. Et maintenant, c'est un problème assez complexe, parce que la France est condamnée sur le plan international, parce que l'affaire d'Algérie, la guerre, prend une résonance internationale, parce que l'ONU est utilisée comme tribune par les pays indépendants d'Asie et d'Afrique dans le cadre du mouvement des non-alignés. Et également, ces pays
mouvement des non-alignés en 1961 pour critiquer l'entêtement de la France en Algérie. Et fort de tout cela, que le général de Gaulle a accepté de mettre en place une nouvelle constitution qui donne naissance à la 5e République française, dans laquelle les territoires d'outre-mer deviendraient des républiques autonomes. Et c'est ça qui a permis aux Sénégalais et aux Soudanais de vouloir maintenir la fédération ouest-africaine en mettant en place la fédération du Mali. Malheureusement, c'est une fédération sans lendemain qui n'a pas de suite heureuse et le Sénégal accéda à l'indépendance en adoptant une nouvelle constitution. Et cette constitution qui a été remplacée après la crise de 1962 par une nouvelle constitution après le référendum du 3 mars 1963. Retenez cette date, 3 mars 1963, c'est l'adoption d'une nouvelle constitution. Senghor devient président de la République avec tous les pouvoirs jusqu'en 1970, date de la nomination après les événements de 1968, nomination de M. Abdou Diouf au poste de Premier ministre. Et c'est M. Abdou Diouf qui va succéder au président Léopold Sédar Senghor le 1er janvier 1981. Parce que la veille, le 31 décembre, le président Senghor fait une allocution pour annoncer son départ à la tête de la présidence du Sénégal. Donc ce sont des dates très importantes. Peut-être que nous qui sommes plus âgés que ceux qui ont vécu, ceux qui sont nés dans les années 1960, comme nous avons eu la chance de connaître le président Senghor, le président Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et l'actuel président qui est né également après les indépendances. Voilà ce que nous voulons dire. Mais il y a des pionniers méconnus. Je reviens sur ce concept, ce terme de l'indépendance. Certains ont payé de leur vie en voulant que ce Sénégal resta un pays de liberté et de démocratie, un pays de justice sociale. Nous aurons l'occasion dans d'autres émissions de revenir sur ces pionniers méconnus de l'indépendance du Sénégal. Voilà ce que je voulais dire. Et je voudrais faire des recommandations également, parce que la critique que nous avons faite, nous historiens, c'est qu'on parle peu de notre histoire. Mais est-ce que le public fait l'effort nécessaire d'aller chercher des documents, des ouvrages sur l'histoire du Sénégal? Je ne sais pas si Télé École nous le permet. Je voudrais indiquer un certain nombre d'ouvrages. Vous avez par exemple l'ouvrage de El Hadji Ibrahima Ndao, Histoire des conquêtes démocratiques du Sénégal. Un magnifique ouvrage qui permet de retracer, de revisiter l'histoire du Sénégal depuis les temps anciens jusqu'à l'indépendance, jusqu'à la crise au sein du Parti socialiste, parce que lui c'est un membre du Parti socialiste qui voit la naissance, l'éclatement du Parti socialiste originel avec l'émergence de l'Alliance des forces du progrès du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et c'est un magnifique ouvrage. Vous avez les mémoires d'un juge du président Ousmane Camara, qui donne beaucoup d'informations sur l'histoire, mais qui donne également beaucoup d'informations sur la crise de 1962. Vous avez les mémoires du président, de Mamadou Dia, mémoire d'un militant du tiers-monde. Un ouvrage magnifique où le président Dia permet de connaître son action à la tête de ce pays. Alors cet ouvrage est complété par un autre, celui de Roland Collin, Sénégal, notre pirogue. Un ouvrage que je n'ai pas encore fini de lire, magnifique, qui permet de comprendre la trajectoire du Sénégal, les problèmes qui ont eu lieu entre le président du Conseil, Mamadou Dia, Senghor, l'échec des politiques de développement post-indépendance. Il y a également un ouvrage dédié au président Ibrahima Sédhi Ndao, de feu le professeur Abdoul Sow, qui permet de comprendre comment est né le BDS. Le BDS est né, il le dit, presque sur un lit d'hôpital, parce que l'un des principaux soutiens du président Léopold Sédar Senghor, c'était Ibrahima Sédhi Ndao, qui était sur son lit d'hôpital. C'est lui qui a encouragé Senghor à créer ce parti. Il s'appelle, dans les éditions Harmattan,
Parce que ça permet, nous voulons pousser les enfants à lire, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur l'histoire du Sénégal. Il y a également un autre ouvrage sur Lamine Gueye, de feu le professeur Amadou Alidjan, qui permet de comprendre la personnalité de Lamine Gueye. Lamine Gueye non seulement a participé à la défense des patriotes sénégalais contre les abus du pouvoir colonial en tant qu'avocat. Il a défendu Lamine Gueye, Amadou Dougaye Clédor, Moïse Ba, Maguette Kodoussar. C'est lui qui a défendu les tirailleurs sénégalais, injustement accusés d'avoir fomenté une révolte. Les tirailleurs, donc à Thiaroye, 1er décembre 1944. À la tête de la mairie de Dakar, c'est grâce à Lamine Gueye que beaucoup de Sénégalais ont pu faire des études supérieures en leur octroyant des bourses. Cet ouvrage permet de connaître la personnalité de Lamine Gueye, qui est un vieux leader, compagnon de Blaise Diagne et également de Senghor. Donc, il a fini au poste de président de l'Assemblée nationale jusqu'en 1968, date de sa disparition. Je crois qu'on peut multiplier les exemples. Il y a de magnifiques ouvrages sur l'histoire du Sénégal et nous encourageons le public sénégalais, le public, les élèves à beaucoup lire. Nous encourageons également Télé-École. Nous encourageons On voit aujourd'hui fleurir un peu partout des maisons de production. Sur certaines thématiques, sur certains thèmes de l'histoire du Sénégal, il est possible de proposer, d'élaborer des documentaires. Je voudrais rendre un hommage ici au cinéaste réalisateur Ousmane William Mbaye, qui a réalisé 2 magnifiques reportages. Le premier, c'est sur le président Dia. Qui veut connaître le président Dia n'a qu'à aller voir avec des documents. Il est possible à Télé-École de réaliser des documents sur le bombardement de Dakar. Il y a des documents qui sont là, qui existent, que nous devons créer nous-mêmes des ressources documentaires que nous devons porter à l'attention du grand public. Il est possible, avec le concours des historiens qui sont là, avec l'histoire générale du Sénégal, avec l'Association sénégalaise des professeurs d'histoire et de géographie, et d'autres historiens, de produire des documents. Moi, je vous y encourage. Donc, ça a été un plaisir pour nous de revenir en notre nom, au nom de notre structure, l'Association sénégalaise des professeurs d'histoire et de géographie, qui reste ouverte. D'autres professeurs, d'autres collègues vont revenir pour aborder d'autres thèmes importants de l'histoire du Sénégal. Parce que nous pensons que le grand public ignore certains faits sur notre proche passé et il n'est pas normal que d'autres qui ne sont pas des Sénégalais reviennent chez nous pour produire soit des ouvrages, pour écrire des ouvrages rédigés et produire des films documentaires sur nous-mêmes. Voilà ce que je voulais dire. En attendant maintenant les questions des élèves, ça nous permettra de revenir sur un certain nombre de faits, de dates, repères dans notre histoire. Voilà ce que je voulais dire et tout en vous renouvelant nos remerciements, notre entière disponibilité également pour réaliser pour revenir sur d'autres thèmes, pas seulement de l'indépendance, mais sur d'autres thèmes sur l'histoire du Sénégal. Voilà, merci.